Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup aux organisateurs de m'accueillir ici. Alors, ça me fait particulièrement plaisir de faire cette conférence avec vous en présentiel. Ma dernière conférence publique avec des gens présents, c'était Agile Tour Bordeaux, Agile Tour Toulouse, il y a 2 ans. Alors, depuis, le monde a bien changé. Rien qu'en vous regardant, on voit la différence avec les masques. Et puis ce qui a changé, c'est le fait qu'il y ait des gens à distance aussi. Et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal d'équipes agiles. C'est ce télétravail mixte avec des gens en présentiel et des gens en distanciel, comme on dit maintenant. Alors, à Toulouse, à ma dernière conférence, le titre était « Si la Garonne, elle avait voulu ». Si la Garonne, elle avait voulu. Et donc, c'était à partir d'un poème de Gustave Nadeau, mis en musique par Julos Bocarne. Et les paroles, c'était en gros, si la Garonne, elle avait voulu, ça serait devenu un fleuve qui aurait traversé la France. La Seine se serait jetée devant. Après, elle aurait été vers le Danube pour absorber le Danube, l'Oural, le Kamtchatka, et elle aurait été se jeter dans le pôle. Mais heureusement, la Garonne, elle n'a pas voulu, et donc elle est venue jusqu'à Bordeaux se jeter. Alors, est-ce qu'elle se jette dans la Gironde, la Garonne, ou est-ce que c'est la suite? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis venu aujourd'hui vous parler de commencement. Donc, on va considérer qu'ici, c'est le début de la Gironde. Alors, le commencement, c'est ce qu'ont fait les organisateurs peut-être, et puis c'est tout ce qui existait avant. Alors, imaginons que vous êtes dans une soirée et un de vos amis vous propose d'essayer un nouveau jeu de société. Alors, c'est un jeu de société qui vient de sortir, il n'y a que lui qui le connaît un petit peu. Alors, tout le monde a envie, on trouve suffisamment de joueurs pour commencer une partie. Alors, est-ce qu'on peut commencer tout de suite la partie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant de se mettre à jouer et à faire la première partie, puis la deuxième? Qu'est-ce qu'on fait avant? On partage les règles, voilà. On constitue une équipe, on définit des rôles s'il y en a, on partage des règles, on déballe le matériel, et puis peut-être pour essayer, avant d'essayer pour de vrai, il y en a qui ont parlé d'argent, là, avant d'essayer pour de vrai, on va peut-être faire une partie à blanc pour essayer, en fait. Voilà, donc c'est ça le commencement, en fait, le commencement avant de jouer. Alors, ma présentation donc s'appelle Prélude, et prélude, étymologiquement, ça signifie avant le jeu. Voilà. Lude qui a donné ludique, avant le jeu. Donc, on va voir ce qui se passe avant de jouer. Si on considère le Scrum ou le développement agile comme un jeu, donc vous avez une idée de ce qu'il peut se passer avant le jeu, donc pendant le prélude. Une autre façon d'imaginer ce que peut être le prélude, c'est de réfléchir à l'aspect systémique du développement agile avec les boucles de feedback. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on démarre? On initialise le système. On initialise le système pour permettre d'avoir les conditions initiales qui ensuite vont permettre au système de tourner avec les fameuses boucles de feedback. Alors, en agilité, les boucles de feedback, ça repose sur des choses qui sont finalement très simples. On a donc besoin d'une équipe, et donc la première partie du prélude, ça va être cette naissance de l'équipe.
L'idée du prélude, c'est qu'on arrive en tant qu'individu et on sort en tant que coéquipier. Donc, naissance de l'équipe. Pour alimenter donc les boucles de feedback, puisque l'équipe va, donc, à l'issue des sprints, obtenir un résultat qui va permettre donc de le montrer, qui va être donné aux parties prenantes qui pourront faire du feedback, et qui va enrichir donc un outil qui permet d'alimenter l'équipe, donc le fameux backlog. Donc ça tourne bien, mais la première fois, il faut créer ce backlog, donc initialiser cette liste des choses à faire pour que l'équipe puisse démarrer. C'est une deuxième activité du prélude. Et la troisième, elle consiste à vérifier que l'équipe est en capacité, avec ce premier backlog, elle est en capacité à donner un résultat. Donc, à l'issue d'un sprint, alors on ne déroule pas un sprint pendant le prélude, on fait juste un petit test de cette capacité. Alors, pourquoi donc, parler de prélude aujourd'hui? Est-ce que c'est un sujet important dans l'agilité? Est-ce que c'est dans une keynote, on parle souvent donc de l'état de l'agilité, de ce qui va se passer, peut-être en donnant un peu de prospective. Alors, donc il me semble que le prélude est relatif à ce qu'on appelle le changement de paradigme. Donc, si on considère que l'agilité, c'est un changement de paradigme, alors, donc, paradigme ou changement de logique, changement de façon de travailler, changement de philosophie du travail. Donc, effectivement, depuis le manifeste Agile, donc il y a une vingtaine d'années, l'agilité a mis en avant cette notion de changement important, donc changement de logique, changement de paradigme. Alors, pour moi, qui suis dans le domaine du génie logiciel depuis longtemps, le changement de paradigme précédent, il datait des années 80. Est-ce que vous voyez ce que c'était, le changement de paradigme dans les années 80? Vous n'étiez pas né à l'époque. C'était l'orienté objet. C'était l'orienté objet. Est-ce qu'on en parle encore? Oui, on en parle encore quand même. On en parle encore un peu. On en parle probablement moins. Alors, c'était un changement de paradigme qui concernait surtout l'aspect développement. Alors que là, on voit depuis des années que l'agilité a vocation à déborder largement de cet aspect-là pour toucher les équipes, les organisations, et prendre en compte peut-être beaucoup plus de choses que l'orienté objet à l'époque. Alors, comment procède-t-on quand on change de paradigme? Alors, de façon classique, il y a 3 façons de changer de paradigme. Le premier, c'est l'apprentissage continu. L'apprentissage continu, c'est-à-dire on va dans le nouveau paradigme et puis on apprend en lisant, en s'exerçant des façons de passer à ce nouveau paradigme. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, pour le faire. Et donc, c'est évidemment pratiqué par l'agilité avec la notion d'amélioration continue, de rétrospective. Donc, cet apprentissage continu, il existe évidemment en agilité. Voilà. Le problème, c'est qu'il prend du temps et qu'il n'est pas toujours facile de savoir par quoi commencer quand on passe à l'agilité, et qu'il est assez facile de commencer individuellement, mais c'est un peu plus difficile du point de vue collectif. La deuxième façon de changer de paradigme, c'est ce qu'on appelle le basculement. Alors, le basculement, c'est peut-être ce que vous avez vécu parce que vous êtes ici, ou vous avez vécu en allant à un Agile Tour ou une conférence précédente. Le basculement, c'est de te dire, ah oui, on a la révélation en voyant à l'agilité. Ah ouais, l'agilité, c'est vraiment mon mode de pensée et tout. Et donc, oui, c'est quelque chose que je retrouve parce que je suis vraiment comme ça et je retrouve les valeurs, les principes
de ce que je suis vraiment dans l'agilité, donc on s'y met totalement. Alors le basculement, évidemment, c'est bien parce qu'on y va beaucoup plus vite. Le problème, c'est que tout le monde, par exemple dans une équipe, tout le monde va pas être basculé de la même façon. Il y en a certains qui seront même pas basculés du tout, donc ça peut créer des décalages dans le changement de paradigme. La troisième façon de changer de paradigme, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Donc l'hybridation, ça consiste à s'immerger dans le nouveau milieu et puis donc d'incorporer des façons de penser au contact de ceux qui sont déjà dans ce nouveau paradigme. Alors évidemment, c'est extrêmement intéressant et c'est une façon intéressante de changer de paradigme. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir un groupe de personnes qui sont déjà dans le nouveau paradigme. Alors pour les équipes les entreprises qui démarrent avec l'agilité, c'est pas possible parce qu'elles ont pas évidemment encore ça quand on est à la première fois. Et puis même pour les équipes qui arrivent, il y a un point qui est difficile et qui explique pas mal de ce qu'on appelle le faux agile. C'est que le changement de paradigme, il fonctionne pas mal pour une équipe qui démarre, mais tout autour de l'équipe, il y a l'organisation, ce qu'on appelle les parties prenantes, et bien souvent, donc, ces parties prenantes, elles ne sont pas formées, sensibilisées au nouveau paradigme, ce qui fait que plutôt que d'avoir une hybridation avec de l'immersion dans un groupe agile, on a plutôt des personnes qui font de l'agilité, qui sont immergées dans un ensemble plus vaste qui n'est pas du tout agile et qui utilise encore l'ancien paradigme. Et il laisse tout seul. Merci. Alors, pourquoi parler du prélude? Parce qu'il me semble que il peut être une réponse intéressante pour améliorer ce changement de paradigme, puisque on voit qu'il reste toujours beaucoup de faux agiles. Alors j'ai repris ici ce schéma qui vient d'une présentation que j'avais faite il y a 5 ans sur, à l'époque j'appelais ça Scrum mon scrotum, et c'était l'époque aussi où on parlait de voilà, l'équivalent de scrotum, c'est faux agile ou dark scrum. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et donc, j'avais identifié des raisons qui pouvaient mener à ce faux agile. Alors, parmi ces raisons-là, donc, il y avait notamment l'ignorance. Il me semble donc que voilà, le prélude peut améliorer la connaissance de l'agilité des personnes impliquées. Le misonéisme, c'est aussi ce qu'on appelle la néophobie, c'est donc la résistance au changement, et donc notamment dans l'agilité, on voit de la résistance au changement social, qui est montrée par l'auto-organisation qui vient plutôt de l'environnement. La peur, donc la peur, on va voir que passer un peu de temps dans un prélude ensemble avec les parties prenantes, c'est une bonne façon d'améliorer la confiance. Le ratatinement, c'est ce que j'ai appelé aussi le cycle en vrem, c'est-à-dire c'est l'idée de ratatiner l'agilité à une partie du développement en faisant comme avant pour ce qui est des phases amont et puis sans pratique appelée maintenant DevOps à la fin aussi, en faisant comme avant pour le côté déploiement et intégration. Là, donc, travailler sur une vue globale, et faire une vue globale, et faire ce qu'on appelle de l'alignement, c'est quelque chose qui permet de voir plus large la place de l'agilité dans le cycle de développement. Et puis enfin, j'avais identifié l'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil, c'est l'idée qu'on peut finalement choisir ce qu'on veut dans l'agilité, parce que quand même, nous, on va choisir les bonnes pratiques qui vont bien pour nous. Et donc, c'est croire que la sélection de pratiques de l'agilité sous prétexte d'adaptation au contexte, c'est quelque chose qu'il est possible de faire pour démarrer. Voilà, donc il me semble que des notions qu'on va voir dans le prélude maintenant peuvent répondre à ce
faux agile, donc identifié à l'époque. Donc le prélude facilite le changement de paradigme. Alors le prélude, c'est un mot que peut-être vous ne connaissez pas, mais j'en parle depuis 5 ans, donc, puisque dans l'édition 5 de Scrum, il y avait un chapitre sur le prélude. J'en ai parlé aussi dans l'art de devenir une équipe agile. Et puis, depuis 2 ans, ça fait partie du sujet qu'on traite dans le collectif Agile Radical. Donc, et j'en profite pour remercier Anthony Cassaigne et Jean-Pascal Boignard d'avoir donc accueilli cette notion et de la développer avec des outils qu'on va voir tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des équivalents à prélude dans la littérature agile? Alors, j'en ai relevé quelques-uns. Pour les plus anciens, il y a peut-être le mot inception. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'inception. Pour info, c'était une des phases du Rational Unified Process, l'inception, le démarrage. Mais je crois qu'on en parle aussi dans Matrix. Certains consultants parlent de cadrage, on parle de kick-off. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dans les startups, on parle pas mal d'amorçage. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de sprint zéro aussi. Bon, j'ai rayé, hein, sprint zéro, ça n'existe pas, bien sûr. Donc, tout ça, ce ne sont pas vraiment des équivalents. L'équivalence du prélude, c'est lift-off. C'est lift-off ça veut dire décollage, lift-off. Le décollage. Lift-off, c'est un livre qui est sorti en 2016 de Daniel Larsen et d'autres. Et notamment, vous trouverez des références à lift-off sur le site agile du CESI, qui est développé entretenu par Fabrice Emetti, que certains d'entre vous doivent connaître ici. Fabrice. Et donc, Fabrice a participé à des traductions de lift-off. Il y a donc des extraits de lift-off traduits sur le site du CESI. Voilà, donc j'utilise un vocabulaire et donc un peu différent, mais voilà, décollage, ça donne aussi une bonne idée de ce que c'est. Et donc, le prélude vient avec un outil. Alors, cet outil s'appelle CARE. Donc, CARE, en anglais, ça signifie prendre soin. Et donc, c'est l'acronyme de le canevas d'alignement radical pour l'équipe. Alors, c'est un canevas comme il en existe pas mal, puisque les canevas, c'est quand même pratique pour avoir une idée générale, partager donc des idées et discuter à partir de ce partage sur une vue synthétique. Donc, ce canevas, il est composé de 10 cases qui correspondent à trois activités qui vont permettre en premier d'avoir une équipe conviviale, en deuxième d'avoir une équipe alignée avec les parties prenantes, et puis en troisième, en complétant la logistique opérationnelle, d'avoir une équipe en capacité à donner un résultat. Alors, dans le cas de ma présentation, je vais illustrer le remplissage du canevas avec un petit exemple qui s'appelle PITIC. Alors, PITIC, c'est un exemple qu'on avait utilisé avec Pablo Perno quand on faisait les raids agiles il y a quelques années. Donc là, c'est une variante PITIC pour les refuges. Voilà, sur une idée de ma fille qui a adopté ces 2 chats à partir de refuges. Donc, on va traiter de l'adoption de chats dans des refuges. Comment se déroule un prélude? Combien de temps ça dure? Alors, comme pour les jeux, hein, quand vous êtes prêt à démarrer le jeu, on voit qu'il faut prendre un peu de temps quand même pour regarder les règles, mais vous n'avez pas envie que ça dure longtemps parce que vous avez envie de jouer très vite. Alors pour le prélude, c'est pareil, hein, c'est pas une phase qui va durer des mois, même plusieurs semaines. L'idée, c'est que ça dure quelques jours. Là, vous avez un exemple d'agenda possible pour le prélude qui comprend toutes les parties quand on démarre vraiment de zéro. Hein, il peut être plus court s'il y a déjà des choses qui existent dans le cas de renaissance d'équipe. Voilà. Donc un prélude, il va commencer par une ouverture, et puis ensuite, on va voir les différentes activités. Donc en gros, il y a 3 parties. La première partie, c'est pour
la naissance de l'équipe, donc voilà, c'est centré sur l'équipe. La deuxième partie, c'est centré sur la création du backlog. Et la dernière partie, c'est pour vérifier la capacité de l'équipe à produire quelque chose. Donc, une ouverture de prélude qui va donc pousser à la naissance de l'équipe. Donc, la naissance de l'équipe, quel moment naît une équipe? Alors, en général, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée et qui a les moyens de payer une équipe. Donc, cette personne, c'est ce qu'on appelle le sponsor. Donc, le sponsor, c'est une partie prenante qui donc est là qui devrait donc participer à ce prélude et lancer le prélude, faire l'ouverture, en déclarant quelle est sa vision, en donnant sa vision initiale, qui va pouvoir bouger, et puis en donnant mandat à l'équipe de démarrer. Et la première partie du prélude, donc, ça va être vraiment la constitution de l'équipe avec comme objectif de l'entraînement à la coopération d'équipe. Une équipe, une équipe agile, on va chercher à ce qu'elle coopère. Alors, plutôt que collaborer, j'utilise le mot coopérer qui est plus puissant et qui montre cette idée de non seulement de travailler ensemble, mais de vivre ensemble pour poursuivre sa mission finalement. Donc, entraînement à la coopération qui se fait avec des techniques classiques que je ne vais pas détailler ici. Ici, on va utiliser des choses comme la matrice de compétences pour voir les compétences de chacun, pour que chacun trouve sa place dans le groupe, dans l'équipe. On peut utiliser des outils comme le T-shape pour voir les spécialités de chacun et puis les capacités que les personnes veulent acquérir. Voilà, mais ça, donc, c'est des choses qui sont assez bien connues. Ce qui est moins connu et que je mets en avant dans le prélude, c'est l'idée d'idéal. C'est l'idée d'idéal. Donc, les coéquipiers qui font partie de l'équipe Scrum, ce qui serait intéressant, ce qui serait bien, ce qu'on va chercher à obtenir dans le prélude, c'est qu'ils agissent en accord avec leur idéal. Alors, ça vient d'une lecture récente d'un livre d'Alexandre Lacroix qui est « Comment ne pas être esclave du système ». Voilà, donc Alexandre Lacroix, c'est le directeur de publication de Philosophie Magazine. Et donc, c'est un livre une réflexion donc, qui est indépendante évidemment de l'agilité, mais qui parle du monde du travail. Donc, comment ne pas être esclave du système? Et donc, ce qu'il propose, c'est que on soit en accord avec son idéal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un idéal? Les idéaux de chacun sont extrêmement variables. Pour une personne, ça peut être la reconnaissance dans son organisation, donc de travailler et d'être reconnu dans son travail, ce qui est déjà pas mal. Pour d'autres, qui sont plus concernés par le réchauffement climatique, ça va être de développer des produits qui vont contribuer en tout cas limiter ou contribuer dans le bon sens à l'impact sur le climat. Ça peut être pour d'autres d'apprendre des choses, donc des gens qui sont intéressés par la technique, ils vont être très contents de travailler dans un domaine où ils pourront acquérir de nouvelles capacités. Donc les idéaux, c'est bien de les partager en équipe et de faire en sorte qu'on puisse travailler en suivant son idéal. Alors, cette notion-là, la capacité de pouvoir aligner son idéal avec ses actions, c'est ce qu'on appelle aussi la congruence. Et la congruence, elle est définie dans un livre d'Esther Derby qui est sorti il y a 2 ans, où elle définit 7 règles pour en gros, du changement positif et productif. Et dans ces 7 règles, la première, c'est la congruence. Elle considère que c'est la base des 6 autres derrière, qui va permettre donc à chacun de pouvoir s'exprimer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir partager des idéaux et de faire en sorte que chacun puisse les suivre dans ses actions. Aujourd'hui, je ne parle pas de rugby, puisque la Garonne est très bien en rugby, il n'y a rien à rajouter, on est bien en ce moment, tout va très bien.
Donc, l'équipe conviviale. L'équipe conviviale, comment l'obtenir? C'est donc en définissant la place des différents coéquipiers, en définissant collectivement quels peuvent être qui prend les rôles de product owner et de scrum master dans une équipe. Donc là, on a l'exemple de l'équipe Pitik avec ces différents rôles. Et donc, on a mis ici la liste des idéaux de chacun, en fait. Donc, la discussion sur les idéaux a permis donc d'en savoir un peu plus sur les personnes, de voir si on avait envie de travailler avec elles, d'ajuster des choses, de se poser des questions, de mieux se connaître, en gros, donc de vérifier la capacité à vivre ensemble. La capacité à vivre ensemble. Alors, vous voyez que c'est des choses qui sont plus faciles à voir quand on est vraiment au contact, donc quand on passe des moments ensemble en présentiel, parce que c'est pas toujours facile de vivre ensemble, et donc le faire en présentiel, on a tendance à se dire plus facilement les choses que si on est à distance. Voilà, donc, capacité à vivre ensemble pour avoir une équipe conviviale. C'est donc le premier point de cette notion. Et voilà, donc le deuxième point, il concerne les parties prenantes. Les parties prenantes, donc dans la suite donc, du Canva, là, on va s'intéresser, une fois donc que l'équipe donc s'est constituée, on a une équipe conviviale, le point suivant, ça va être les parties prenantes. Et c'est souvent le plus difficile. C'est souvent le plus difficile que l'équipe soit alignée avec les parties prenantes. Voilà, ici, j'ai mis un dessin d'Étienne Appert, qui figure dans l'art de devenir une équipe agile, où j'ai mis quelques engagements qui sont nécessaires de prendre aux parties prenantes pour que l'équipe puisse travailler dans de bonnes conditions. Et donc, le premier qui me paraît absolument indispensable, c'est que les parties prenantes soient formées aux fondamentaux de l'agilité. Là, on revient au changement de paradigme. On ne peut pas espérer qu'une équipe puisse travailler en étant alignée avec les parties prenantes si les parties prenantes ne savent pas ce que c'est de l'agilité. Je rencontre trop souvent des équipes pour lesquelles ça fonctionne pas mal, mais qui ont des blocages. Et donc, ces blocages viennent souvent donc des relations qui sont difficiles avec les parties prenantes. Et ces relations, elles viennent de l'ignorance des parties prenantes qui n'ont pas été formées. Elles pensent connaître l'agilité, mais l'agilité, ça demande un peu de sensibilisation, de la formation. Donc, j'évoque là dans l'agenda une formation d'une demi-journée au moins pour les parties prenantes sur l'agilité. Et les fondamentaux, c'est pas les pratiques, c'est pas dire on fait une mêlée quotidienne, c'est pas dire on va mesurer la vélocité, les fondamentaux, c'est ce qui est important. Et donc, c'est les notions d'équipe auto-organisée, pour en prendre deux points fondamentaux de l'agilité, l'équipe auto-organisée et les boucles de feedback, par exemple, orientées clients, qui permettent donc d'améliorer régulièrement ce qu'on fait. Voilà, donc on a besoin donc de s'aligner avec les parties prenantes. Ça passe par une sensibilisation de ces parties prenantes. Ça passe aussi par une connaissance de ces parties prenantes. Donc ici, un exemple de la façon dont on peut représenter ça avec ce qu'on appelait avant un diagramme de contexte, où on va mettre les parties prenantes qui sont autour de l'équipe avec les connaissances qu'elles ont. Ça permet donc la discussion et la création collective de l'équipe avec l'équipe, et les parties prenantes de ce diagramme-là permet de savoir dans quel domaine les parties prenantes pourront aider l'équipe, à quel moment l'équipe pourra poser des questions aux parties prenantes, et puis donc ça permet de mieux se connaître entre les parties prenantes et l'équipe. L'étape suivante, la case suivante dans le Canva, c'est la notion de vision. La notion de vision. Donc, vous avez sûrement entendu parler de vision. On dit souvent que l'équipe doit avoir une vision partagée du produit à faire. Alors, cette vision, d'où vient-elle? Elle vient, le premier donc, à l'exprimer, c'est le sponsor.
La vision est du sponsor, puisque voilà, en général, c'est lui qui a eu l'idée donc de développer quelque chose. Donc ici, vous avez un exemple de vision de Emma, qui est le sponsor de Pitik, hein, qui a décrit la situation. Il y avait déjà un site Pitik, il y a plein d'animaux avec le confinement, là il y en a encore plus et tout. Et donc, son idée, c'est que Pitik devienne la plateforme pour aider le refuge à faire adopter les animaux. Voilà, c'est une vision simple ici. La vision, donc, elle est du sponsor, mais c'est bien que l'équipe aussi se l'approprie. Donc, pour cela, ce qui peut être fait, c'est que ça soit le product owner qui va se réapproprier la vision du sponsor et peut-être l'écrire. Alors, autant je suis partisan avec l'agilité de se dire les choses. Voilà, on parle souvent que des stories. Les stories, vous savez que ça se raconte, ça ne s'écrit pas. En revanche, la vision, quand on fait le prélude, c'est bien de l'écrire. C'est bien de l'écrire pour prendre le temps de réfléchir ensemble dessus. Donc, la vision, ça explique le pourquoi. C'est quand même important, quand on démarre une équipe, de comprendre le pourquoi. L'équipe, elle va répondre à ce pourquoi en définissant sa mission. Donc, sa mission, elle présente déjà une solution. Donc, l'équipe écrit sa mission, celle qu'elle compte suivre pour atteindre la vision. Donc, la mission, de la même façon, elle s'écrit. L'idée, en l'écrivant, c'est de provoquer des discussions. Donc là, l'équipe a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait réaliser sa mission. Et puis, il y a eu des discussions. Paul, qui est PO, a dit « Ouais, mais les chats et les chiens, c'est pas pareil, c'est plus compliqué pour les chiens. Et puis, la priorité, c'est les chats parce qu'il y a beaucoup plus de chats abandonnés. » Le sponsor a été d'accord, donc très bien. Et puis, Clara a incité l'équipe à s'assurer d'une adoption responsable, donc notamment en stérilisant les chats. Voilà, donc des discussions qui ont amené à améliorer la mission de l'équipe. Donc, la mission, ça donne la direction. Sans date précise, et ça permet d'obtenir cette discussion avec les parties prenantes, le sponsor, l'équipe, permet d'obtenir un alignement. On peut parler d'alignement social puisque ça concerne donc des personnes. Alignement donc qui est important pour pouvoir travailler ensemble. Donc ça permet de compléter les cases du canevas, donc avec partie prenante, vision, mission, et puis un petit point est fait sur la case du bas en gauche, ce qu'on appelle la réactualisation contextuelle. Ça, c'est simplement pour dire aux parties prenantes qu'il y aura des rendez-vous et qu'on souhaite qu'elles participent à des rendez-vous, notamment à la revue qui aura lieu, par exemple, si on fait des sprints de 2 semaines, les revues auront lieu tous les lundis après-midi. On commence à dire aux parties prenantes, on vous attend tous les lundis, tous les 15 jours. Vous notez ça dans les agendas parce que votre présence est fondamentale. Voilà. Alors, comment se mettre d'accord et s'aligner ? C'est peut-être le moment de demander des signatures. Ouais, j'ai laissé un peu de place sur le canevas côté coéquipier et côté partie prenante pour que chacun signe ce canevas qu'on peut qualifier là, avec ce qu'il y a dedans de charte sur lequel on va se mettre d'accord. Voilà, donc voilà, tout ça, on a fait ça donc en quelques ateliers, en quelques moments de discussion. Donc, on a maintenant une équipe alignée. Alors, le point suivant, évidemment, c'est la création du backlog. Donc, le backlog, c'est un outil qui est maintenant bien connu en agilité. Mais comment le constituer la première fois? Donc là, il y a évidemment de nombreuses possibilités pour constituer un backlog. Ce que je vous propose ici, c'est d'utiliser donc quelque chose qui est un peu à la mode. Vous avez peut-être entendu parler des OKR. Donc les OKR pour Objective and Key Result. Donc les OKR. L'idée vient d'un livre d'Alan Kelly qui est sorti en début d'année, qui propose d'intégrer les OKR dans l'agilité. Donc, quelques idées qui sont reprises de ça. Donc, et son idée, c'est de définir des OKR tous les trimestres. Voilà, donc c'est une notion que j'exprime ici avec l'idée de saison. Donc, en gros, la mission, c'est une mission sur une longue durée, environ peut-être 1 an, peut-être plus, mais en gros,
c'est du long terme et donc cette mission elle est assez lointaine. Donc c'est bien d'avoir des objectifs intermédiaires. Donc 3 mois, c'est généralement un bon horizon pour définir ces missions et définir donc ces objectifs clés. Donc à chaque saison va correspondre un objectif clé. Donc on a ici quelque chose qui s'appelle de l'alignement stratégique. Alors, l'alignement stratégique, voilà, c'était déjà développé avec une technique qui date d'une dizaine d'années qui s'appelle l'impact mapping, lancé par Goshko Hadzik. Donc, impact mapping, voilà, c'était quelque chose d'intéressant, mais assez difficile à utiliser. Donc, ce que je propose ici, c'est un mélange d'OKR et d'impact mapping qui permet donc en partant de la mission et de la vision, d'aller jusqu'à un backlog initial avec des fonctionnalités. Et donc, l'outil qui est proposé, c'est Police, pilotage par objectif en lien avec des impacts clés externes. Alors, impacts clés externes, parce que dans les OKR, on trouve des key results qui sont souvent des objectifs internes qui permettent de voir la progression. Donc, ici, je me focalise et donc sur des impacts clés, donc plutôt qu'objectifs clés, j'utilise impact clé. Voilà, un exemple de représentation d'objectifs avec Police. Donc, on a pour une saison, on va définir des objectifs, par exemple, selon des catégories, objectifs produits, objectifs écologiques, objectifs sociaux. Et donc, à ces objectifs seront associés des impacts clés. Donc, par exemple, pour améliorer la situation des refuges, un objectif, c'est qu'un chat passe moins de temps en refuge. Et comment peut-on mesurer cet impact clé? La durée moyenne de présence d'un chat est actuellement d'1 mois et demi dans les refuges. Et donc, notre objectif, c'est qu'elle passe à moins d'1 mois, donc à l'issue de la saison. Donc, un objectif clé, c'est quelque chose de mesurable qui peut être vérifié. Un impact clé. Voilà. Donc, cette réflexion collective permet d'identifier des impacts à partir des objectifs, de discuter de cet aspect-là, et elle conduit au backlog. Donc, une fois qu'on a défini les impacts clés, il est assez facile de trouver des fonctionnalités qui vont aller dans le backlog. Donc, par exemple, pour diminuer la durée moyenne de présence d'un chat dans un refuge, on va faire en sorte que les chats soient inscrits dès leur recueil, que les familles d'accueil potentielles puissent s'inscrire facilement et faciliter la recherche des chats. Notamment, pas mettre les chatons en premier parce que les chatons, ça se fait adopter tout de suite, mais mettre plutôt des chats adultes en priorité pour qu'ils restent moins longtemps en refuge. Alors, on remplit, voilà, je vous ai montré ici un extrait ici. Il y a un objectif en plus, celui du bas, l'objectif BAU. BAU, c'est pour business as usual. C'est pour, si une équipe travaille aussi sur la maintenance ou le support d'un produit, avec une nouvelle mise en service, on va rajouter ici aussi des objectifs sur cet aspect-là. Voilà, donc une façon qui permet d'aller de la mission avec le backlog en faisant un alignement fonctionnel et qui peut être complété par donc un outil qui est bien connu, qui est le story mapping, qui rajoute la notion donc de séquence en faisant un squelette des fonctionnalités pour permettre d'arriver au backlog initial. Le dernier point du prélude, c'est la capacité de l'équipe à obtenir un résultat. On va compléter le canevas avec des éléments de logistique opérationnelle. C'est là où on va définir, donc dans le prélude, la façon dont on va travailler. Notamment maintenant avec le télétravail, il se pose des questions. Quel va être notre espace de travail? Est-ce que ça va être en présentiel? Est-ce que ça va être quelque chose de mixte, qui va être bien souvent le cas? On fait du télétravail hybride, on va définir la façon dont on va le faire. On va définir les outils qu'on va utiliser. Des points très importants, on va définir les règles du jeu. Oui, on a parlé de règles tout à l'heure quand on évoquait un jeu de société. Donc, il y a des règles du jeu, il y a les règles qui viennent
implicitement de la technique agile qu'on utilise. Par exemple, si on utilise Scrum, il y a un certain nombre de règles que vous connaissez bien qui vont être associées à l'équipe. Et puis, évidemment, en plus, l'équipe va définir ses propres règles, notamment des règles sur les décisions qui vont être prises. Les décisions, donc qui va prendre des décisions sur le produit, comment on va prendre des décisions collectives. Là, on propose d'utiliser les votes à points, par exemple, pendant la rétrospective. C'est là aussi où on peut définir les mesures qu'on va faire qui vont être collectées au fur et à mesure des sprints. Et puis la définition de fini, on va y revenir. Alors, un point important, c'est ce que j'appelle Hello première boucle. Hello première boucle, c'est l'équivalent de Hello World ou Hello production. L'idée, c'est de tester pendant le prélude avec peut-être une petite story qui vient du backlog ou voilà, quelque chose qui permet de tester tout l'environnement qui va être utilisé et qui va mettre en production un résultat pour voir si ça fonctionne. Voilà. Ça me rappelle donc la préparation qu'on a faite avec Alain avant de démarrer. Hein. Normalement, je devais vous faire la présentation avec mon Mac que j'ai amené. Et avant de faire ma présentation, c'est quand même bien de la tester. Donc, dès que je suis arrivé à 8 heures, on a essayé de faire le test. On a fait le test et tout. Ça marchait pas trop mal, mais on n'arrivait pas à voir le diaporama avec mon Mac. Et donc, le test première boucle ne marchait pas très bien. Il a permis de voir que peut-être il fallait faire autrement. Et donc, j'ai exporté ma présentation Keynote faite sur Mac en PowerPoint vers le PC d'Alain qui est ici, et je vous présente avec ça. C'est pour ça qu'il y a des petits décalages des fois dans le texte. Hein. Voilà, donc ça montre l'intérêt de faire un test pour pouvoir s'adapter à la situation courante. Voilà, s'adapter, c'était pas le mot puisque je vais revenir dessus. Donc, la définition de fini, c'est le dernier point, peut-être avoir du prélude. Et c'est bien de le faire une fois qu'on a fait ce test vraiment, le test de réalisation de quelque chose pour voir si ça fonctionne, puisqu'on a une idée de ce qui est fini et pas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on rajoute souvent des exigences non fonctionnelles. Donc, on pense souvent à la définition de fini pour les stories. C'est bien de la faire aussi pour la fonctionnalité, puisqu'il ce qui est caché, là, c'est vraiment un effet de bord du passage à PowerPoint, c'est la mise en service, en fait. Et donc, cette définition de fini multiniveau, on l'a fait sur des axes fonctionnement, qualité externe, notamment donc utilisabilité, tout ce qui est UX, tout ce qui est visible des utilisateurs, et puis la qualité interne, tout ce qui est maintenance, et tout ce qui est notamment l'évitement de la dette technique dans ce qu'on va faire. Voilà, on a pu dérouler tout ça en quelques jours avec des ateliers, avec des discussions. On finit toujours évidemment par une rétrospective. On peut faire une petite rétrospective de prélude, faire une clôture et le point important évidemment, c'est de faire de célébrer la fin de cette prélude qui va être le début des sprints. Alors pour finir, quelques petites questions. Est-ce qu'on peut faire du prélude en distanciel ? Alors, autant le télétravail a montré que on pouvait faire plein de choses et réussir beaucoup d'actions à distance, qu'on pouvait travailler en équipe à distance, que les équipes agiles se sont vraiment adaptées pour le travail à distance. Ça a bien marché pour pas mal d'équipes, mais c'est des équipes qui se connaissaient déjà. Pour démarrer, c'est une autre histoire. Et donc il paraît indispensable que le prélude se passe en présentiel. Qu'on se voit, qu'on se touche, qu'on boive des bières ensemble, qu'on puisse tester la convivialité de l'équipe et l'alignement avec les parties prenantes, avec tout le monde qui est dans le même espace physique. Et éventuellement, si c'est une équipe qui se connaît déjà, si ce n'est pas une naissance d'équipe, mais une renaissance, on peut envisager de faire des ateliers, notamment ceux de la création du backlog à distance. Voilà, donc autant c'est pas très difficile, on a vu les capacités donc, des agilistes à faire plein de choses à distance. Pour démarrer, voilà, quand même, c'est bien d'être en présentiel.
Voilà, donc on démarre, on décolle et on peut faire des sprints. On a défini la façon de travailler ici derrière, donc ce décollage a lieu. À quel moment peut-on faire des préludes? Évidemment, donc ce qu'on vient de voir, ce qui est le plus naturel, c'est de faire ça à la naissance de l'équipe. Alors là, je vous montre une boucle qui vient donc d'Eddie Effland, qui a écrit sur l'écocycle de l'équipe, hein, reteaming. L'écocycle où on voit donc la notion de naissance de l'équipe. Et donc, évidemment, le prélude est important pour éviter que l'équipe, elle n'aille pas plus loin qu'une naissance. Et voilà, donc, il faut qu'elle grandisse, évidemment. Une fois que l'équipe est arrivée à maturité, l'équipe peut être élargie avec plus de monde. Et donc là, ce qui arrive souvent, c'est donc qu'elle devient moins agile, qu'il y a de la rigidité. Et donc, ce qui est proposé dans ce cycle, c'est d'avoir donc de la destruction créative, hein, pour reprendre les mots de Schumpeter. Mais voilà, donc l'idée plus simple, c'est que l'équipe, elle peut renaître en fait, soit donc parce qu'elle elle va repartir sur de nouvelles bases, elle était plus très agile, soit parce qu'elle est devenue trop importante, elle va se décomposer en plusieurs équipes, en 2-3 équipes qui vont elles-mêmes renaître, et donc c'est le bon moment pour refaire un prélude. Alors, le manifeste agile, alors donc il y aura une table ronde sur ce sujet demain, hein, donc le manifeste agile. Le manifeste agile et le démarrage, en fait, le démarrage. Donc, avec l'agilité radicale, on a identifié des possibilités, enfin, voilà, c'est pas une refonte du manifeste, hein, c'est une extension du manifeste à la situation actuelle. Donc, les personnes et les interactions, donc c'est bien, mais pour aller plus loin, il faut favoriser l'auto-organisation. Et puis, voir le logiciel fonctionner, c'est bien, mais c'est bien d'avoir les boucles en plus, donc les boucles de feedback qui permettent de faire ça, donc, et de confronter avec les parties prenantes, notamment les utilisateurs. Voilà. Et donc, par rapport aux outils qu'on vient de voir, il y a Care qui favorise cette convivialité et cet alignement. Le côté ensuite discussion avec le client, collaboration avec le client, on a vu que ce qui manquait souvent et qui provoque du faux agile, c'est ce décalage entre la vision stratégique qui vient de l'organisation, qui vient du sponsor, et puis le backlog que peut faire une équipe. Donc, ce qui est proposé par Police, c'est cet alignement avec, en prenant en compte la notion d'impact, hein, donc l'impact avec les objectifs, les impacts clés qui permettent de faire ce chaînon manquant entre la vision stratégique et puis la vision tactique qui est celle du backlog. Alors, le dernier point, c'est un outil dont je ne vous ai pas parlé. Le dernier point du manifeste agile, vous savez que c'est s'adapter au changement plutôt que suivre un plan. Alors, s'adapter au changement, ça a quand même amené à peut-être à du faux agile, à des dérives de l'agilité. Parce qu'il y a souvent donc des injonctions, je ne sais pas si vous avez déjà perçu ça, de la part de l'organisation, des personnes qui ne connaissent pas bien l'agilité. On vous dit « Ah ouais, vous êtes agile, ouais, vous pouvez vous adapter, pas de problème, vous êtes agile. » Donc, la notion d'adaptation devient souvent une injonction. Il faut s'adapter. Et donc, ça provoque une soumission de l'équipe, en fait, à ces injonctions qui viennent de l'extérieur. Donc, plutôt que de s'adapter au changement, ce qu'on met en avant, c'est l'idée de devenir le changement. Donc, que l'équipe ne subisse pas les changements qu'on lui impose, mais qu'elle devienne elle-même le changement. Et donc, qu'elle incorpore, et on rejoint là l'idée de changement de paradigme hybride que j'évoquais au début, qu'elle incorpore elle-même des notions, donc les notions qu'elle souhaite pour son changement. Donc, hein. Et alors donc, par rapport au prélude, c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire pour une équipe qui démarre, qui est nouvelle et qui démarre. Cette idée d'incorporer, de changer des choses, notamment dans la façon de travailler. On s'aperçoit qu'il y a des bases indispensables. Et là, on revient sur l'idée de pratique adaptée pour une équipe à un contexte. Pour démarrer dans de bonnes conditions, une équipe ne choisit pas les pratiques qui lui vont bien.
Ah oui, tiens, oui, la mêlée quotidienne, c'est sympa, on va la faire. Ah non, la rétrospective, on n'a pas le temps, on n'en fait pas. Et non, ça marche pas vraiment comme ça. Cette idée de fondamentaux, c'est qu'il y a des choses absolument fondamentales qu'il faut faire. Et donc, la rétrospective et d'autres choses en font partie. Donc, pour démarrer dans de bonnes conditions, on conseille plutôt, et c'est des choses qu'on retrouve dans Agile Fluency notamment, donc il y a une grille de lecture qui conseille d'abord donc de se focaliser sur des choses essentielles, et puis ensuite donc d'ajouter des pratiques une fois que l'équipe est en capacité de le faire. Donc, il est préférable de commencer donc à mettre en place de l'agilité pour une équipe qui naît donc en suivant donc ses fondamentaux, plutôt que de sélectionner elle-même des pratiques qu'elle peut faire. Donc, incorporation. Alors, pour finir, les livres qui sont en relation avec le prélude, donc j'ai cité tout à l'heure Lift Off. Donc Lift Off, qui est donc un livre sorti en 2016, je pense, dans la seconde édition, qui est un livre très complet, donc qui est consacré au prélude, hein, qui présente d'une façon différente, hein, mais qui reprend les idées donc d'alignement et de contexte qui sont présentés ici. Alors, Lift Off se consacre uniquement à ça. Il y a un livre donc, qui parle un peu de Lift Off et donc de décollage, mais qui est beaucoup plus vaste. Hein. C'est le livre de James Shore, donc, qui vient de sortir. Vraiment, il est sorti la semaine dernière, hein, je crois. Donc, la seconde édition. Il avait écrit une première édition il y a 15 ans. Donc, le livre de James Shore, The Art of Agile Development, qui est un livre extrêmement complet sur tout ce qui est agilité et que je vous conseille fortement. Et puis sur le prélude, hein, donc dans la nouvelle édition de Scrum, l'édition 6, il y aura donc une partie complète qui va être consacrée au prélude. Voilà, donc je finis avec une fable et donc un clin d'œil à mon ami Jean-Pascal Boignard qui aime beaucoup les fables. Merci de votre attention.